Dans cet épisode du balado compte complet. Moi, du côté de Matt Chapman et Scott Boras, moi, je lève mon chapeau. Ils ont fait des choses pour les joueurs. Et ceux qui pensaient que Scott Boras n'était pas capable de s'ajuster, ben, regarde, vont peut-être travailler leurs paroles. Peut-être que la dernière entre-saison lui a donné une leçon. Je ne sais trop. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Marc Griffin. Puis à compte complet, notre balado sur le monde du baseball de l'émission de Marc Griffin. On va se concentrer aujourd'hui à 3 semaines de la fin de la saison régulière sur ce qui se passe dans l'Est américaine et internationale. Donc, on va commencer par les Yankees de Baltimore. Deux équipes se battent pour la première place dans l'Est afin d'éviter ce fameux premier duel là, entre des équipes repêchées et l'équipe qui va terminer la troisième meilleure première place. Les deux ont en parallèle, Marc, des problèmes en relève. Parce qu'au moment où on se parle, là, je peux pas te dire qui va être le releveur numéro 1 pour chacune de ces deux équipes-là. Non, en effet, c'est la beauté de la chose, Alain, c'est qu'il y a des défis pour chacune des équipes actuellement et je dirais toutes les équipes qui luttent pour une place en série. Je trouve qu'il y en a pas une qui est parfaite, hein, évidemment, mais dans ce cas-ci, dans la Ligue américaine Division Est, c'est assez évident. Là, les Yankees ont Clay Holmes qui a quand même plusieurs sabotages. C'est pas parfait. On sait depuis le début de la saison qu'avec l'embauche de Kimbrel que ça va être un peu plus difficile du côté des Orioles de Baltimore. Et là, Alain, à peine 3 semaines du début des séries, c'est pas réglé, là, dans le sens que qui va aller lancer les fins de match, qui va nous assurer, surtout avec une mince avance d'1 point, par exemple. Ce sont de beaux défis pour les deux équipes. L'attaque des Yankees va bien. Donc, il y a d'autres éléments qui vont bien. On peut pas en dire autant des Orioles qui jouent pas de la très grande balle là, récemment. On joue à peu près 500-600. On a un différentiel à peu près, nul si on regarde là, au cours du dernier mois. Alors, c'est important de régler ce problème de fin de match là du côté des deux équipes. On manque cruellement à l'attaque chez les Orioles. Jordan Westburg qui est blessé. Corbin Burns ne lance pas comme un as depuis, je dirais, 1 mois et demi. Ça fait mal compte tenu des nombreuses blessures au personnel de lanceur partant des Orioles. Et du côté des Yankees, Marc, là, Nestor Cortez vient d'être tassé en relève avec le retour de Clark Schmidt. Il n'était pas très, très content, Nestor Cortez. On a utilisé Luke Weaver comme releveur numéro 1. Parce que Clay Holmes, là, ça fait 11 missions qu'il sabote. Je regardais son win probability added, Marc. Il est très négatif en ce moment. On n'est pas au niveau de Craig Kimbrel, mais on lui a enlevé pour le moment le titre de releveur numéro 1. Du côté de Baltimore, c'est Anthony Dominguez pour être là. Dioner Cano pourrait servir. Pas sûr que dans le cas de Grégory Soto, ce soit une solution, même s'il est probablement celui qui a le plus d'expérience, mais son manque de contrôle depuis 2 ans en fait pas un candidat de choix. On va commencer par les Yankees, Marc. Est-ce que tu vois Luke Weaver comme un potentiel releveur numéro 1? Ben écoute, oui, c'est un potentiel numéro 1. Je trouve ça juste un peu tard en saison de dire on fait confiance à ce gars-là. C'est un gars qui a quand même lancé en fin de rencontre, surtout la 8e. Il a fini quelques matchs. En fait, il a un sauvetage, mais il a quand même terminé quelques matchs où il n'y avait pas situation de sauvetage. Mais moi, je pense que c'est un gars qui peut faire le travail. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? C'est d'aller avec un releveur, je dirais pas d'expérience pour sauvegarder des matchs, mais disons que il y a rien de concluant en carrière encore. Alors que Clay Holmes, tu sais, Alain, c'est autant le frappeur que le releveur ou même que le lanceur partant, en fait, tous les joueurs, pour te sortir d'un passage à vide, là, il faut que tu joues. Il faut qu'on te place dans une situation. Tu sais, Alors, est-ce que, compte tenu du fait que c'est tellement serré entre les deux équipes, est-ce que tu gardes un Clay Holmes? Est-ce que Moi, j'ai pas de problème. Est-ce que Clay Holmes a un repos, par exemple? C'est-à-dire, quand je dis un repos, c'est que on laisse lancer peut-être une couple de fois en 8e manche
donne la balle à Weaver, puis là, lorsqu'on sent qu'un gars comme Holmes semble avoir retrouvé un peu son synchronisme, ses repères, ben oups, on a... Parce que dans le fond, à la fin de tout ça, peut-être qu'on en sort gagnant alors qu'on peut avoir 2 joueurs qui viennent terminer des matchs. Je sais qu'on fait pas beaucoup, faudrait pas faire d'essais-erreurs trop souvent en septembre, compte tenu évidemment encore une fois de la rivalité, pas de la rivalité, mais du classement. Mais tu es capable de tourner cet élément-là en positif. Alors moi, là, si j'étais les Yankees, j'essaierais Weaver, je ferais comprendre à Holmes, garde, on va t'utiliser en 8e, c'est juste, reprends tes esprits, reprends tes forces, puis on va te retourner là comme numéro 1. Mais il faut qu'avant tout, Alain, ça soit une décision d'équipe. Qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe? Et c'est pour ça que, donc, moi, je pense qu'un Clay Holmes accepterait ça sans problème, de dire, écoute, je vais lancer la 7e ou la 8e, puis je vais, tranquillement, peut-être rebâtir ma confiance pour lancer la 9e. Mais, j'ai moins aimé l'attitude là du lanceur gaucher des Yankees qui dit, ben là, je suis pas content, j'aimerais ça être un partant. À ce stade-ci de la saison, là, aide ton équipe. Il y a des frustrations, je comprends, mais aide ton équipe pour pas que ce soit une distraction là, de ce qui se passe, là. Surtout avec les médias new-yorkais qui sont capables de gober cette histoire-là puis en faire peut-être une histoire un peu plus importante que ça en allait vraiment. Là. Écoute, Marc, on pourra peut-être passer un peu de temps là-dessus, là, mais rapidement, il y a un aspect sur lequel j'aimerais ça t'entendre. Parce que Luke Weaver a indiqué en fin de semaine, il y a eu un sauvetage, c'était son premier. Ouais. Et il a dit, c'est pas pareil lancer la 9e manche. Bon, écoute, tous les retraits, je connais un peu la mentalité du 2e étage statistique, là, puis c'est pas supposé d'être différent de lancer la 7e, la 8e, la 9e manche. Et là, il y a 2 choses là-dedans. Il y en a une qui me dit, écoute, souvent c'est en 8e que c'est plus important parce que t'affrontes les frappeurs 1, 2, 3. Et est-ce que la 9e, c'est pas un blocage mental davantage que physique? Puis là, parce qu'on a mis énormément d'accent, Marc, la fameuse statistique du sauvetage, Tony La Russa qui garde inévitablement son releveur numéro 1 pour la 9e, peu importe ce qui se passe avant. Moi, je me demande si c'est pas davantage mental que physique. Je veux t'entendre là-dessus. Je sais que c'est pas noir, c'est pas blanc, là, mais je veux t'entendre là-dessus. Ben, premièrement, Alain, de penser que de lancer la 7e, la 8e et la 9e, c'est la même chose, ça, faut carrément faut pas connaître le baseball pour penser de même. Alors, c'est pour ça que je dis que parfois, les statistiques avancées, il faut faire attention, là. Parce que, oui, il y a un aspect mental, Alain. Le match va se terminer ici. Le match, là, c'est les 3 retraits, on gagne le match. Si je réussis pas, tu lances la 8e, tu as une marge d'erreur. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une marge, là. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Puis tu parles à n'importe quel releveur, là. Qu'on retourne à John Wetland à l'époque des Expos, jusqu'à Éric Gagné, jusqu'au releveur que Mariano Rivera, ça n'est pas pareil. Puis si c'était si facile de lancer la 9e, ben, qu'on mette n'importe qui. Regarde la qualité des bras qu'on voit, là. Mais c'est pas fait pour n'importe qui. Il y a un aspect mental, tu as tout à fait raison de le mentionner, qui est hyper important là-dedans. Et c'est pas fait pour tout le monde. Alors, moi, je pense que faut faire des essais-erreurs dans ça, dans une organisation. Hein. Parfois, on découvre un joueur qui finalement devient un releveur numéro 1. Pas parce que nécessairement qu'il lance mieux ou plus fort qu'un autre, c'est juste qu'il y a une mentalité qui lui permet que ça lui dérange moins, que c'est moins un enjeu pour lui. Puis tu as raison de mentionner que la 8e est souvent la manche la plus importante, mais c'est pas la 9e. Et je comprends le gérant qui va utiliser son meilleur releveur en 8e parce que c'est frappeur 2, 3, 4 ou 4, 5, 6, peu importe. Mais il y a quand même cet aspect où le match est en jeu à la fin qui est différent. Puis ça, je pense qu'honnêtement, là, tant que le joueur, tu sais, on aurait beau en parler pendant des heures, tu sais, on le vit pas nous autres, mais tous les joueurs qui l'ont vécu le disent. C'est pas pareil lancer la 9e, il y a quelque chose de différent. Alors, c'est pour ça que d'essayer un Weaver, même le Weaver qui le dit, mais s'il est confortable dans ce rôle-là, rappelle-toi Mariano Rivera, là, c'était qui là qui mettait la table, son nom m'échappe, là, le releveur droitier, là. Ben, David Robertson, pendant plusieurs années. Ben, Robertson, voilà. Ben, tu sais, Robertson, là,
Ça a pris du temps, là, le saut de lancer la 8e à la 9e au départ après de Mariano Rivera. C'était pas si évident que ça pour lui. Là. Ça n'a pas été parfait. C'était beaucoup plus difficile qu'il l'avait anticipé. Et pourtant, tu regardes ses statistiques de la 8e manche lorsque Rivera lançait la 9e. C'était fantastique. Fait que, tu sais, il y a des différences. Il y a clairement des différences. Écoute, faudrait passer plus de temps là-dessus, Marc, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait élaborer, mais je pense autant sur le plan physique que mental. Parce qu'il faut absolument parler de la situation des Braves d'Atlanta, Marc. Au cours de la dernière semaine, 2 défaites. C'est quand même 4 victoires, 2 défaites pour les Braves, sauf que les Mets n'ont pas perdu jusqu'à dimanche. Donc, on s'est retrouvés avant les matchs de dimanche, les Braves exclus des séries. Là, on les a rattrapés avec la première défaite des Mets là, en 10 jours. Mais écoute, les Braves sont dans le trouble. Les Diamondbacks jouent. Bon, heureusement qu'ils ont gagné dimanche. Et les Padres jouent bien. Je pense que les Padres sont dans la meilleure situation. Mais les Braves seraient supposés d'être favoris compte tenu de leur calendrier. Et cette énergie-là, on la ressent pas présentement. Non, on sent pas. Écoute, là, évidemment, on a gagné un match en manche supplémentaire contre les Jays dimanche. Ça a fait du bien, là, mais c'était par pas grand-chose. On aurait pu échapper ce match-là facilement. C'est ça, on sent pas cette énergie qui a caractérisé les Braves au cours des dernières années. Pourtant, tu sais, il y a des gars qui connaissent des bonnes. Tu sais, je disais Chris Sale connaît une saison remarquable, mais du côté des joueurs de position, c'est plus difficile. On va se le dire, là, les blessures, évidemment. Acuna, Albies qui n'est pas là. Là, on a perdu Riley au 3e. La recette de 2021, lorsqu'on a remplacé le champ extérieur, tu sais, il aurait, tu sais, je pense que c'est pas un joueur ou un aspect. Je pense que c'est plusieurs aspects cette année du côté des Braves qui causent un peu une situation qui est hors du commun. Parce qu'en début de saison, sur papier, c'était l'équipe à battre dans la nationale avant les Dodgers, imaginez, avant les Phillies. Et pourtant, c'est pas ça qui se produit. Je sais pas si on a, tu sais, difficile à dire parce que oui, à la perte de beaucoup de joueurs importants, là, tu sais, Strider évidemment, puis au monticule, mais on n'a pas réussi. Tu sais, quand tu perds un gars comme Strider ou tu perds un gars comme Acuna, c'est pas un joueur qui va venir remplacer. Tu sais, c'est un aspect d'équipe. Puis on n'a pas semblé se rassembler à la suite de la perte de ces gars-là. On peut encore faire des séries, Alain, mais si j'avais choisi une équipe qui était un petit peu plus dans le trouble, malgré un calendrier avantageux, là, puis on en a parlé lors du dernier balado. Oui, je suis bien d'accord avec ça, Marc. Là, on a une semaine. Les 2 prochaines semaines, il y a 3 séries qui sont très prenables. En fait, il y a ce lundi, on joue un match à reprendre contre Cincinnati. On aura une série contre Cincinnati, d'ailleurs, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on joue sur la route, mais Cincinnati et Miami. Et cette semaine, un match contre Cincinnati, 2 matchs contre Washington. La seule série qui peut poser problème, c'est contre les Dodgers en fin de semaine qui vient. Donc, et la dernière semaine ne sera pas Jojo, les Mets et les Royals de Kansas City. Tu sais, c'est les 3 séries contre les équipes là qui ne feront pas les séries. C'est peut-être là que ça va se décider pour les Braves d'Atlanta. Moi, j'ai l'impression. On peut pas se permettre de perdre ces séries-là. Ça prend un minimum 6 victoires, 3 défaites. Ouais, écoute, le danger, Alain, c'est que quand tu commences à regarder ce qui se passe avec les autres équipes, ça, c'est jamais bon signe. Alors, il faut vraiment que les Braves jouent du meilleur baseball, ça, c'est clair. Oui. C'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Notre question, on parlait des Yankees au début de ce bloc. Et la question, êtes-vous inquiet la situation chez les releveurs des Yankees de New York? Donc, on vous invite à vous prononcer, à nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/complet-balado, ou encore, vous pouvez vous diriger vers notre site internet comptecomplet.com. Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal, Plan de Match, cette fameuse boutique de baseball à Boucherville. Il y a de tout, évidemment, de l'équipement, cage de frappeurs, cours privés, il y a des cours en groupe aussi durant l'automne et l'hiver. Alors, allez vous renseigner sur le site web de Plan de Match. On les remercie évidemment de leur confiance. Et pour nous rejoindre, savoir où nous retrouver, soit par audio ou vidéo, allez sur notre site internet www.comptecomplet.com. On va parler, Marc, de décision d'organisation de contrat de Matt Chapman avec les Giants de San Francisco qui en a fait sourciller pas mal. 6 ans, 151 millions de dollars pour quelqu'un qui a déjà dépassé
le cap des 30 ans. Écoute, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il y en a un qui a accepté une offre des Giants. Il y en avait eu d'autres. Je pense à, Solaire et Snell, qui avaient pris du temps dans les deux cas. Contrat du genre là, pour Chapman. On s'était essayé sur Judge. Correa, c'est en raison de doute sur sa santé, à une cheville notamment. C'est pour ça que ça n'avait pas fonctionné avec les Mets non plus. Effectivement, ça laisse songeur, Marc, quand tu regardes les tendances actuelles. Ben, honnêtement, moi, je la comprends pas. Je veux dire, Matt Chapman est un bon joueur de balle. J'ai pas de problème avec. Est-ce que c'est un joueur hyper étoile de franchise? Non. Mais pourquoi, malgré Alain, les données, on va utiliser les statistiques avancées qui nous prouvent, là, qu'après, 30, 31, 32 ans, dépendamment du joueur, il y a une baisse. Il y a une baisse de régime. Alors que, en plus, le jeu de Chapman, c'est surtout en défense. Et là, tu donnes un contrat de 6 ans à un gars de 31 ans. Là, je veux bien croire qu'on va dire, ouais, mais là, tu payes un petit peu plus pour les premières années du contrat, mais c'est pas un gars qui défonce tout en attaque non plus. Je veux pas abaisser Matt Chapman. Je veux juste dire que pour moi, ça fait pas de sens de donner le nombre d'années qu'on lui donne. Alors, je trouve que les Giants se retrouvent encore, Alain, dans une situation où on va être pris avec des contrats de... Je sais pas, j'avais l'impression vraiment, Alain, que la tendance s'en allait ailleurs. On paye beaucoup plus les jeunes, on est beaucoup plus prêt à donner à un gars de 24, 25, 26 ans. Tu sais, par exemple, un Vlad Guerrero, là, que, tu sais, à 25 ans, on va être capable de dire, gars, on va en donner un contrat de 6, 7, 8 ans. Il va avoir 33 ans à la fin du contrat, tu sais. Mais de donner 6 ans à un gars de 31 ans, t'as beau me dire que les Giants se sont élancés dans le vide avec plusieurs joueurs au cours des dernières années, des joueurs autonomes. Moi, je la comprends pas. Puis là, Scott Boras va se dire, finalement, je suis pas si pire que ça, là, dans mes négociations. Bon. Mais je la comprends pas, Alain. Vraiment, moi, je trouve que c'est pas un beau message lancé. Je sais qu'il y a plusieurs partisans qui n'ont pas aimé non plus cette décision-là, mais je dois admettre que je trouve que financièrement, puis même en termes baseball, c'est pas une bonne décision. Écoute, cette année en 2024, c'est le meneur pour le War. À 3 semaines de la fin de la saison, là, c'est lui qui mène l'équipe pour le War. Il connaît pas une si mauvaise saison dans un stade qui ne favorise pas les frappeurs, il faut bien quand même le mentionner. Et donnons le crédit à Scott Boras. Marc, tu disais, les équipes, tu pensais qu'on était ailleurs. Il y en a 30 équipes, ça en prend une pour dire, moi, je pense qu'il va être bon rendu à 35, 36 ans, aussi bon qu'il l'est là. Puis les Giants, Chapman connaissait le coin. Puis, dans le cas de Scott Boras, c'est un gars intelligent, Marc, Scott Boras. Il connaît le marché, puis il le sait que la tendance envers les joueurs de 30 ans n'est pas celle qui les favorise. Quand tu as vu cette offre-là, c'était ça avec Matt Chapman. Tu t'es dit, regarde, là, tu as 31 ans, les équipes qui vont t'offrir ce genre d'argent, là, pas ceux qui vont en avoir. Prends ce qu'on t'offre, puis regarde, puis dis-toi avec tes Giants. Puis en plus, tu connais le coin, tu as joué avec Oakland, tu es confortable. Moi, du côté de Matt Chapman et Scott Boras, moi, je lève mon chapeau. Ils ont fait des choses pour les joueurs. Et ceux qui pensaient que Scott Boras n'était pas capable de s'ajuster, regarde, vont peut-être travailler leurs paroles. Peut-être que la dernière entre-saison lui a donné une leçon. Je ne sais trop. Mais je veux pas non plus, tu sais, dans le cas de Scott Boras, il travaille pour ses joueurs. Puis si ces joueurs leur disent, es-tu heureux là-dedans? Écoute, c'est Scott Boras travaille pour les joueurs, c'est pas le contraire, là. Écoute, Alain, je veux dire, je me demande, par contre, là, je me demande à quel point est-ce que c'est l'offre initiale, pas initiale, mais est-ce que ça vient des Giants ou c'est... En tout cas, peu importe, là, c'est clair que en fait, je te dirais même, peu importe l'agent, là, si on t'offre ça, signe tout de suite, là, je veux dire, compte tenu des circonstances. Ouais. Alors, oui, effectivement, bravo à Scott Boras, parce que c'est le côté du joueur, là, je pense, qui a été gagnant dans cette histoire-là. Moi, je m'explique mal quand même qu'une organisation puisse donner, et je parle pas nécessairement du montant d'argent, parce qu'on sait qu'au baseball, il y a de l'argent maintenant, puis si le propriétaire dit OK, c'est parce qu'il y a assez d'argent. Moi, c'est la durée. C'est vraiment la durée du contrat qui fait que ça... Puis là, ce qui est pas plate, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est parce que ça fait jurisprudence, cette affaire-là, Alain.
Alors là, le prochain qui va être obligé de négocier, on disait, ouais, mais écoute, lui, il a 31 ans, puis il va avoir 32, puis il a signé pour 6 ans, puis... Fait que j'avais vraiment l'impression qu'on était passé ça, mais tant mieux si les joueurs à passer la trentaine vont avoir ce type de contrat-là. Moi, je suis très, très, très heureux pour les joueurs, mais je trouve juste ça plate, tu sais, qu'on donne tant d'années, puis que là, tu sais, Alain, on le sait, là, à chaque fois que des contrats de la sorte se signent, on se dit, ben voyons donc, c'est sûr qu'ils vont le regretter à la fin. Ben, moi, je pense que ça fait partie encore de ces contrats-là. Parce que Chapman t'en donnera pas plus qu'il t'en donne cette année. Là. Tu sais, en passant, là, c'est ce qu'il donne cette année, là, il en donnera pas plus. Oui. L'autre gagnant dans ce contrat-là, Max, c'est Alex Bregman. Parce qu'Alex Bregman, il s'en va sur ses 31 ans, là. Bon, il a 30 ans actuellement, devient joueur autonome à la fin de l'année. Lui, il voit ce contrat-là, c'est comme tu viens de mentionner, ça ira pas en bas. Et en plus, Chapman n'est plus sur le marché. Donc, tu peux pas te rabattre sur un plan B parce que le marché des troisièmes buts sera pas très, très alléchant là, pour les autres équipes. Il va falloir se rabattre sur Bregman si on veut quelqu'un de qualité. Attention, un troisième but qui s'appelle Vladimir Guerrero Jr. qui va être sur le marché. Mais c'est pas dans le prochain entre-saison, dans 2 ans. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans le cas de Vlad, faut en parler un peu, Marc. Moi, j'ai l'impression tout simplement que Vlad est en mode attente, à moins d'avoir une offre qu'on peut pas refuser, genre, comme on a offert à Chapman. Mais tu sais, je sais pas si le modèle serait Raphaël Devers. Lui, c'est 310 millions pour 10 ans. C'est ce qu'il a signé avec les Red Sox de Boston, à peu près à l'âge où a Vladimir Guerrero actuellement. Donc, mais moi, j'ai l'impression qu'on attend de voir ce qui se passe avec Juan Soto. Moi, je trouve que ça serait risqué de faire ça, personnellement, mais ça se peut. Ça se peut parce que, tu l'as dit, Vlad va être seulement admissible après la saison prochaine. Sauf que si tu fais offrir 300 millions, tu sais jamais ce qui peut se passer. Hein. Évidemment, dans le baseball, il peut y avoir une blessure ou bon. Mais c'est clair qu'il va falloir que les Blue Jays réagissent à un moment donné. Là. Il va falloir qu'on établisse est-ce qu'on repart avec Vlad. Puis je pense que oui, le Vlad est rendu. Je veux dire, ce qu'il fait là, depuis la fin du mois de mai, c'est tout à fait exceptionnel. Il est redevenu le frappeur qu'il était en 2021. Alors là, faut que tu donnes espoir aux partisans, faut que tu leur dises, écoute, bon, là, on a Vlad. Je pense que Vlad veut jouer pour les Jays, même s'il y a eu, parfois avec la haute direction, ça n'a pas toujours été parfait, là, mais il faut que les Blue Jays se positionnent, Alain. Puis plus tôt que tard, selon moi. Parce que si on traîne ça encore l'année prochaine, puis on va attendre de voir ce qui se passe avec Juan Soto, peut-être, mais je trouve que c'est un jeu dangereux, là, tu sais. Donnons espoir à tout le monde, disons aux partisans et aux joueurs, bon, on bâtit autour de Vlad. Puis là, ben, on va essayer vraiment de placer des pions autour de lui qui vont permettre à l'équipe de lutter, Alain, parce que tu as beau regarder ça dans n'importe quel sens, là, tu regardes la division Est, l'américaine, les Orioles sont là pour plusieurs années, les Rays vont rebondir, les Red Sox vont rebondir aussi, les Yankees sont là, tu sais que ça sera jamais facile là, pour les Blue Jays d'aller... Alors, il faut que tu t'équipes pour veiller tard, puis selon moi, c'est avec Vlad, il va falloir que tu le fasses, là. Oui, ben ce sera un dossier à suivre inévitablement dans l'entourage des Blue Jays de Toronto. Là, c'est assurément là ce qui va occuper le deuxième étage là, au cours des... En tout cas, aussitôt que la saison va être finie. Je regardais son MPP+, Marc, qui est au même niveau actuellement qu'en 2021. Une chose qui a mal commencé la saison. Écoute, ben c'est remarquable. C'est juste plate que d'autres n'ont pas suivi parce que Vlad, là, frappe quoi, là, aujourd'hui, le 320, pardon, quelques, là. Puis le reste de l'équipe, c'est en bas de 230. Fait que c'est pas difficile d'affronter les Blue Jays. Donne rien à Vlad, puis le reste, c'est pas facile. Et on joue pas mal, ceci étant dit, là, j'aime ce que je vois de certains jeunes joueurs. Il y a des choses intéressantes. Il y a des joueurs qui sont en audition présentement chez les Jays. Mais c'est clair que ça te prend ce gars-là, ce Vlad Guerrero-là, qui doit être un Blue Jay pour les nombreuses prochaines années. Oui, le joueur autour duquel tu vas bâtir ton équipe, autrement dit, là, comme les Red Sox l'ont fait dans le fond avec Raphaël Devers. Exact. C'est le temps de la carte de baseball, une présentation de cœur de Trade Union Dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. À tout seigneur, tout honneur, Marc, la carte de 1993 à West Palm Beach, le Classic Best.
93, ça marque ton retour après avoir suivi l'opération Tommy John. Carte numérotée numéro 6. Pourquoi, Marc? Ben, écoute, ça va être ta fête très bientôt. Donc, on célèbre cet anniversaire en te présentant cette carte. C'est l'une des 12 de Mark Griffin répertoriée par Trading Card Database. Quant à Classic Best qui a produit cette carte, on peut en retrouver de 1991 à 1994, surtout des ensembles d'équipes. Marc, West Palm Beach 93, ça a été tes meilleurs moments à l'attaque. Faut dire que tu commençais à connaître un peu la Ligue de la Floride, une maîtrise. Et quand même, après un an sans avoir joué, c'est des chiffres qui étaient impressionnants à ce moment-là de ta part. Je sais, est-ce que c'est le moment où tu t'es senti le mieux comme joueur professionnel? Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est vrai de revenir d'une blessure alors que tu as perdu. C'était pas évident. Mais, tu sais, je me considérais pas comme un joueur de A fort. Je me considérais plus un joueur de 2A. Donc, c'était des années qui étaient frustrantes. Je comprenais les expos de vouloir me donner du temps pour reprendre un peu le terrain, le temps perdu. Mais si tu te souviens, 93, c'était une pas pire année au niveau 2A chez les, chez les sénateurs d'Harrisburg. Alors, le problème qui est arrivé, Alain, c'est que l'année que j'ai perdu, ben là, Rondell White, puis les Cliff Floyd de ce monde, puis toute cette gang-là, alors que j'étais un petit peu plus âgé qu'eux autres, j'étais peut-être un petit peu en avant d'eux autres là, en termes d'âge, puis peut-être essayer de me positionner. Et là, évidemment, l'année perdue, ils ont tous passé devant moi, puis c'était bien correct aussi, là. Mais il a fallu attendre que ces gars-là passent au niveau 3A avant que j'aie ma chance de retourner au niveau 2A. Puis ça a été très bien parce qu'évidemment, malgré le rappel de Rondell et de Cliff Floyd et compagnie, au niveau 3A, on les a remplacés, et je dis on parce que je faisais partie de ce groupe-là, et on a continué à gagner autant que lorsque ces gars-là étaient. Donc, c'était quand même des bons moments. C'est sûr d'avoir, tu sais, aujourd'hui, tout le monde a ses cartes de baseball, mais à l'époque, c'était important d'avoir une carte de baseball. Tu sais, ça te faisait sentir joueur professionnel. J'avouerai que ma première carte était vraiment spéciale, celle avec les Dodgers, mais c'est ça, écoute, à chaque fois qu'on parle de ça, là, ce sont des années tout à fait remarquables. Je changerai pas mes années professionnelles pour rien au monde. Ce sont des expériences tout à fait extraordinaires. Oui, c'est des leçons de vie un peu partout, Marc. Et une dernière question là-dessus. Est-ce que tu as collectionné l'ensemble de tes cartes qui ont été à ton nom? Ben, je les ai, là, je les ai tous, effectivement, mais j'ai malheureusement pas été un grand collectionneur. Tu sais, j'ai joué avec Pedro, j'ai joué avec Mike Piazza, j'ai joué avec plusieurs membres du Temple à renommée. Je pourrais peut-être leur demander facilement aujourd'hui encore pour avoir un petit souvenir à gauche et à droite, mais les souvenirs que j'ai, ben, ce sont une couple de photos ici et là avec eux sur le terrain, mais ça reste que ça se passe dans ma tête, puis je suis bien content des souvenirs que j'ai à ce niveau-là. Je peux confirmer pour t'avoir côtoyé lors d'événements à l'extérieur là, de nos studios, là, Série mondiale, Match des étoiles, là, que tes anciens coéquipiers gardent un très très bon souvenir, évidemment, de toi comme coéquipier, là, on en a vu plusieurs, et même tu as des entraîneurs là, que tu as eu l'occasion de voir, là, je pense à Ken Hurdle, Ron Renicky, entre autres, là, que tu as eu l'occasion de revoir lors d'événements semblables. Donc voilà, Mark Griffin, 93 avec West Palm Beach. C'est le moment de notre segment Baseball Québec. C'est notre dernier de la saison. On sait que la saison achève. D'ailleurs, les fameux super régionaux B ont lieu au cours du dernier week-end. Félicitations encore à toutes les équipes qui ont participé. Et surtout remercier les organisateurs derrière ces événements. Je trouve ça fantastique. D'ailleurs, les provinciaux par la suite, le A et B, vont se dérouler au cours de la prochaine fin de semaine. Donc, le baseball se continue au mois de septembre et ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, merci à tous les bénévoles qui sont derrière, encore une fois, de ces saisons remarquables, ces tournois aussi, ces super régionaux et ce qui s'en vient pour les derniers provinciaux de la saison. Évidemment, il y a du baseball aussi d'élite qui se poursuit. Donc, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, présentement, les Bisons de Saint-Eustache attendent le gagnant de la série entre les Ducs de Longueuil et Repentigny. Donc, et cette série est égale 3-3. Ce sont des 4 de 7. Alors, à suivre, dans la Ligue de baseball majeure du Québec, les
séries se poursuivent également, donc ça, c'est à surveiller. Alors, allez voir sur les sites Internet respectifs pour les séries et aller encourager du très, très bon baseball qu'il y a là-bas. Alain, je souligne que les Capitals de Québec ont remporté leur série face à Ottawa, donc ils s'en vont pour une 3e année de suite en finale de la Ligue Frontier. On sait qu'il y a plusieurs Québécois aussi au sein de l'équipe des Capitals de Québec. Donc, bien des choses qui se passent encore au Québec, évidemment, durant le mois de septembre. J'aimerais remercier donc Baseball Québec pour leur confiance, évidemment, dans ce balado. Et on a pu parler du baseball amateur. Je pense que c'est important, c'est la base de tout. Alain, on parle beaucoup on parle souvent des joueurs professionnels, de ce qui se passe dans le baseball majeur et évidemment avec nos jeunes joueurs. Mais c'est le fun de voir que le baseball au Québec, le baseball féminin, a pris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années. Il y a même l'Académie de baseball féminin qui est maintenant à Trois-Rivières, l'Académie de baseball, évidemment, pour les garçons qui est à Montréal. Donc, bravo, encore une autre très, très bonne saison de baseball. On va avoir les chiffres finaux éventuellement, mais on commence à rattraper, Alain, les années. Imagine-toi, là, les belles années de baseball au Québec, fin des années 70, début des années 80, une bonne partie des années 80, où il y avait près de 48 000 jeunes qui jouaient au baseball. On n'est pas loin de ce chiffre-là. Donc, imaginez, lorsque les Expos ont quitté après la saison 2004, on est tombé à près de 16 000 jeunes. On a remonté ça au-dessus de 40 000 maintenant. Donc, malgré le départ des Expos, ben là, le baseball amateur se comporte très, très bien. C'est grâce au dynamisme de la fédération. Donc, bravo à tous les artisans derrière ça. Et on va déjà être en mode préparation pour l'année prochaine bientôt. Oui, et Marc, tu fais partie un petit peu là, de tout ce qui se passe au sein de Baseball Québec. Chapeau également à ton endroit. Au cours de la dernière semaine, il y a Whit Merrifield qui s'est élevé contre une tendance dans le baseball. La tendance, bon, on le sait, c'est la puissance chez les frappeurs, chez les lanceurs également. Et Merrifield, en fait, c'est pas gêné pour dire qu'il n'aime pas ce qu'il voit. Et ça, après avoir été atteint par un tir à la tête. Lui, ce qu'il dénonce, dans le fond, c'est de voir arriver des jeunes qui n'ont aucune idée où la balle s'en va. Bon, on sait que la vitesse moyenne des tirs est en constante augmentation. On ne sait pas où ça va s'arrêter, Marc, parce qu'on a vu du 105 cette année, ce qu'on n'a à peu près jamais vu. On peut se demander, il y a 30 ans, c'était 90 qui était la norme. Là, on est rendu à 95. Est-ce qu'on va monter ça à 98, 99? Bref, Whit Merrifield n'était vraiment pas content. Et toi, quand tu as vu ces commentaires-là, tu te dit, faudrait pas passer à côté de quelque chose, il a raison. Alain, moi, je suis d'accord avec les propos de Merrifield pour la simple et bonne raison que, en fait, Merrifield dit ce que les gars dans le 2A ou même dans le A fort vivent. Je dirais même dans le baseball professionnel, parce que souvent, tu as les bons bras, les gars arrivent à 95, 96, 97, mais ils savent pas trop où la balle s'en va. Ça fait peur. Tu sais, Alain, moi, je suis beaucoup pour beaucoup. J'aime les joueurs, les lanceurs de finesse. J'aime la combinaison puissance et finesse, mais j'aime pas le fait qu'un lanceur garoche des balles. Je vais utiliser l'expression garrocher des balles. Ça devient dangereux. On en a vu au cours des dernières années. On voit de plus en plus d'ailleurs les frappeurs qui portent le fameux protecteur au visage qui est vraiment avec leur casque. Là, tu vas me dire qu'il y a des protecteurs un peu partout. C'est vrai, là, mais j'aime l'idée de Merrifield. T'atteins un joueur à la tête, t'es sorti du match. Que tu aies fait exprès ou non, puis la plupart du temps, on fait pas exprès, évidemment, on vise pas, là, tu sais, je veux dire, c'est un peu la règle générale de dire, si tu as un message à passer, tu sais, si tu veux atteindre un joueur, atteins-le, bon, au niveau des côtes, si tu veux, mais certainement pas au niveau du visage. Alors, moi, je serais pour ça. Je sais pas à quel point ça pourrait influencer les joueurs à dire, OK, là, faut quand même que j'ai un certain contrôle, faut quand même que je trouve une façon de contrôler ma balle rapide. Ça serait pas une grande influence, mais ça serait quelque chose. Et moi, je serais d'accord avec ça. On viendra jamais des lanceurs de finesse, je comprends ça. Il va toujours y en avoir, par contre, mais il y en a toujours de moins en moins. Mais je pense que ça serait une règle qui serait apportée, qui ferait juste faire réfléchir un petit peu, puis pour moi, ça ferait mon affaire. Écoute, je vais tracer un parallèle avec le handball, Marc. J'ai eu l'occasion, pendant 2 Olympiques, de décrire le handball. Puis, il y a depuis 2 ans, Marc, on a adopté des règles pour les joueurs qui atteignent le gardien en plein visage. Et c'est une pénalité.
c'est une pénalité. Là, évidemment, il y a des exceptions dans le sens où s'il y a un défenseur devant celui qui tire, puis il ne voit pas le gardien, bon, il y a des circonstances atténuantes. Mais dans le cas où il y a un tir franc, c'est-à-dire où le tireur peut voir où il s'en va, s'il atteint le gardien en plein visage, c'est une pénalité de 2 minutes. Puis, je ne sais pas si, en tout cas, à tes yeux, ça peut sembler applicable, mais si on le fait au handball, moi, en tout cas, j'y vois un parallèle et un peu ce que tu viens de dire, dans le fond. Je trouve pas ça si bête comme mesure à prendre. Ben, tu sais, encore une fois, ça réglera pas tous les problèmes, Ouais. mais juste le fait que, bon, là, il y a une règle que si je lance ça tout croche, tu sais, autrement dit, est-ce qu'on est capable d'amener le joueur, parce que tu l'as dit, la moyenne est rendue à 95, puis d'après moi, là, après cette année, peut-être la moyenne elle a augmenté un petit peu, là, mais ça reste des vitesses quand même assez impressionnantes. Et je sais que Merrifield fait partie du comité des joueurs avec la réglementation. Je pense qu'il va quand même avoir une influence là-dessus. Mais j'aime l'idée simplement du fait que il y a des conséquences à ça. Et, parce qu'évidemment, les conséquences pour le frappeur pourraient être désastreuses. Ben Puis oui. comme Merrifield disait, il dit, écoute, moi, là, non seulement là, je suis sorti du match, je vais peut-être manquer 2-3 matchs parce que là, il faut que j'aille prendre les examens en conséquence. Puis pendant ce temps-là, lui, ben, il retourne au monticule puis il regaroche la balle. Fait que je trouvais l'idée pas folle. Je pense que c'est quelque chose que le baseball va réfléchir. On peut pas contrer ça, mais en raison de la vélocité du baseball moderne, je pense qu'il faut commencer à avoir une certaine petite règle qui vont permettre au moins de joueurs de réfléchir avant, tu sais, de sentir que le joueur est prêt avant aussi de le rappeler éventuellement dans le baseball majeur. Est-ce que tu penses, Marc, compte tenu du degré de dangerosité là, auquel font face les frappeurs, là, est-ce que tu penses que la grille, comme on la voit au cricket, par exemple, pourrait faire partie de l'équipement du frappeur? Ben, je pense que déjà ce qu'on voit, là, d'ailleurs, Merrifield la porte, il n'y a pas encore une tonne de joueurs qui le portent, mais vous avez une espèce de protecteur, là, Ouais. c'est surtout au niveau de la bouche, parce qu'évidemment, il faut avoir une vue parfaite, comprendrez, là, que déjà de frapper une balle, c'est pas facile, il faut pas quelque chose qui obstrue ta vue. Fait qu'une grille, faut juste que tu n'aies pas un autre élément dans ton champ de vision. Sinon, ça marchera pas. Donc, moi, j'haïs pas du tout le fait qu'on ait une grille. Est-ce que les casques pourraient être un petit peu plus longs derrière? Parce que j'ai vu lorsque Merrifield s'est penché, là, ça a touché à peine le casque, là, quelques centimètres, et puis ça aurait pu toucher le bas. Mais je suis convaincu qu'on est à travailler sur des prototypes de casques qui permet encore plus de protection. C'est clair. Le baseball a changé beaucoup. Hein? Tu regardes des gars avec les protecteurs de chevilles, de coudes, puis de mains, puis c'est correct parce que tu veux pas perdre un joueur important parce qu'il vient subir une fracture au poignet ou à la main ou au doigt parce que il y en a un qui a échappé une balle à l'intérieur. Alors, ça sera jamais parfait, Alain, mais je trouve que au moins on aura un petit pas dans la bonne direction. Bon, en tout cas, c'est à suivre. Moi, je trouve pas l'idée si bête que ça, honnêtement. Compte tenu de ce qui se fait dans d'autres sports. Je pense que parfois, faut que tu regardes un petit peu ce qui se fait ailleurs. On va terminer, Marc, en parlant des Québécois. Ce dimanche, Charles Leblanc a frappé son premier circuit. On l'utilisait comme troisième frappeur. Je ne sais pas si c'est annonciateur de plan qu'on pourrait avoir pour Charles Leblanc. Et puis, il y a Otto Lopez qui va pas trop mal avec les Marlins également. Otto Lopez qui va très bien. Il y a eu 2 matchs de 3 coups sûrs au cours de la dernière semaine. Est en train de s'imposer comme un joueur régulier. Je trouve ça le fun. Il saisit l'occasion. Et Charles également. Effectivement, lorsque j'ai vu la formation des Angels alors qu'il frappait troisième, tu sais, lorsqu'on parle que des joueurs sont en audition, ben écoute, Charles qui va donc d'un circuit de 3 points qui ramenait les Angels dans le match. C'est juste du bon. Écoute, Alain, en 2024, il y a quand même eu des circuits par 4 joueurs différents québécois. Là. Tu sais, bon, évidemment, d'ailleurs, Édouard Julien a frappé son premier circuit depuis le printemps au cours de la dernière semaine. On vous a parlé du circuit de Charles Leblanc. Otto Lopez en a eu. Abraham Taureau également cette année avec les A's. Dire une chose, 4 Québécois qui frappent des coups de circuit dans une saison de baseball majeur, ça s'est pas vu souvent. Donc, on va dans la bonne direction. Les joueurs qui sont là, je pense que des gens parfois réalisent pas à quel point c'est difficile. C'est difficile de se rendre en haut, puis une fois d'être en haut, c'est encore plus difficile d'y rester. Mais en tout cas, c'est remarquable. C'est les 4 joueurs, ce qu'ils ont fait cette année. J'ajouterais aussi qu'Emilien Pitre va très, très bien
dans la filiale des Rays présentement, après un début un petit peu lent, ce qui est tout à fait normal. Là, on va dire une chose, il est sur une très belle lancée présentement. Donc, des belles choses présentement pour nos joueurs québécois et on espère qu'ils vont avantageusement se positionner pour la saison prochaine. J'aimerais voir Abraham Taureau de retour dans le baseball majeur éventuellement. Je pense qu'il aura peut-être sa chance. Mais c'est quand même, pour le baseball québécois, là, si on se concentre là-dessus, c'est remarquable comme saison de baseball. Ça a été une bonne année, là. 4 Québécois, comme tu le mentionnes, qui se sont distingués, plus 2 autres qui ont été repêchés dans les premières rondes de leur dernier repêchage. Je pense globalement, là, ça a été une très, très bonne année. C'est le temps de vous présenter l'horaire des matchs télévisés à RDS cette semaine. La présentation de la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Consultez laboutiquedesfans.ca. Les 3 matchs sont à 19h cette semaine. Ce lundi, on verra les Royals de Kansas City et Bobby Witt contre les Yankees et Aaron Judge. Les Royals aimeraient bien qu'on considère Bobby Witt comme joueur par excellence de la Ligue américaine. On aura l'occasion d'en parler lors de ce reportage présenté à RDS2 ce lundi. Mercredi, duel de la section Est de l'Américaine. Les Red Sox de Boston au Fenway Park qui vont accueillir les Orioles de Baltimore. Les Red Sox n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Match présenté à RDS. Et dimanche, on verra un duel entre les Dodgers et les Braves d'Atlanta. Match présenté à RDS2 à compter de 19h. J'espère que ce balado vous a plu. Nous vous souhaitons une très bonne semaine de baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.